Je commence par donner la parole à Jean-Pierre Bournovicki, que je remercie chaleureusement de nous accueillir à Nancy. Et on va essayer ensemble de vous proposer un regard croisé entre les sociétés savantes, puisqu'il est président de l'AFEF, et de ce qu'SOS Hépatite pourra relever comme défi et porter comme valeur. Merci Jean-Pierre encore de ton accueil. Bonjour, bienvenue à Nancy, merci pour l'invitation. Donc, je vais introduire le sujet sur les maladies stéatosiques du foie liées à une dysfonction métabolique. C'est le nouveau terme consacré, ça remplace le terme NAFLD. Alors, c'est des anglicismes, je suis désolé. Mais on va juste faire un point pour voir quel est le poids finalement de ces pathologies, notamment en France, et comment on va essayer de dépister les patients pour les prendre en charge et éviter justement qu'ils progressent vers la fibrose sévère ou la cirrhose, avec toutes les complications, qui a un poids sociétal majeur et un poids économique qu'il ne faut pas négliger. Et donc, au milieu de mon topo, je ferai une pause et on discutera avec Pascal justement sur comment on peut améliorer les choses. Alors l'histoire naturelle, bon, c'est la définition en fait. La première lésion, c'est l'accumulation de graisse dans les cellules, dans les hépatocytes, qui survient surtout chez les patients qui ont ce qu'on appelle un syndrome métabolique, c'est-à-dire des patients qui sont en surpoids, en obésité, des patients qui ont une intolérance au glucose, une résistance à l'insuline, les patients qui ont déjà le diabète, mais également les autres facteurs du syndrome métabolique, l'hypertension artérielle et la dyslipidémie. Donc la maladie, en fait, elle va s'étaler sur de nombreuses années, 20 ou 30 ans. Ça commence d'abord par l'accumulation de cette graisse dans le foie, ce qu'on appelle la stéatose. Après quelques années d'évolution, il y a quelques patients chez qui va survenir une inflammation. Et cette inflammation au niveau du foie, c'est vrai pour tout, hein, c'est toujours la même chose dans le foie. Dès qu'il y a de l'inflammation au niveau du foie, il y a des phénomènes de destruction des cellules du foie avec des phénomènes de réparation. Et ces phénomènes d'inflammation avec nécrose, de destruction des hépatocytes, va entraîner la fabrication de fibrose. Le risque, effectivement, c'est que cette fibrose continue à s'étendre du fait de la persistance de l'inflammation pour arriver au stade de cirrhose avec toutes les complications qui peuvent s'en suivre. Alors, le grand problème de cette maladie, c'est que finalement, dans la très grande majorité des cas, les patients restent avec une simple stéatose au niveau du foie et en général, s'il n'y a pas d'inflammation qui accompagne cette stéatose, la maladie reste relativement quiescente et il y a très peu de risques pour le foie de progresser vers la cirrhose dans ces cas-là. Et ça, à peu près, c'est 80% des patients. L'enjeu pour nous, c'est d'aller dépister les patients chez qui il existe une inflammation avec ce risque de progression de la fibrose vers la cirrhose. Et là, c'est à peu près 20 à 25% des patients. Donc vraiment, l'enjeu est là et c'est là-dessus qu'il faudra faire le focus pour essayer de trouver ces patients dans la population générale, justement pour une prise en charge adaptée. Et donc, pourquoi ? Parce que le risque pour ces patients qui progressent vers la fibrose sévère F3, F4, c'est d'avoir un impact sur les maladies du foie, une insuffisance hépatocellulaire, l'hypertension portale, le cancer. Il faut savoir que la MASLD maintenant, ou la MASH, est devenue une des premières causes de cancer dans certains pays, comme par exemple les États-Unis. Et donc, ça a un impact majeur en termes de coût pour la société, le coût de la santé pour la société. Alors, l'épidémiologie, on a des données qui sont plus ou moins fiables, mais grosso modo, on voit que globalement, ce qui est estimé, c'est qu'à travers le monde, il y a à peu près 30% des patients qui ont une stéatose. En Europe, les estimations, c'est à peu près 25%. Alors, est-ce qu'on a des données en France ? On a des données récentes qui ne sont pas parfaites, mais qui sont quand même avec une très belle cohorte qui s'appelle la cohorte Constance. La cohorte Constance, c'est plus de 100 000 patients assurés sociaux qui ont eu des bilans en médecine préventive, dans les centres de médecine préventive, et on leur a proposé de faire un bilan et avec un suivi régulier.
Et c'est à partir de là qu'on a pu estimer la fréquence de la stéatose dans cette population et essayer justement de rapporter ça à la population générale pour voir quel serait le poids de la stéatose en France. Donc les marqueurs qui a été utilisé, c'est le Fatty Liver Index. C'est pas un marqueur parfait, mais c'était celui qu'on pouvait calculer avec les données biologiques qui étaient disponibles. Et dans cette étude-là, sur plus de 100 000 assurés sociaux, vous voyez que la prévalence de la stéatose était estimée à 18%, ce qui fait que on estime donc pour la population générale en France qu'il y a à peu près 8 millions de patients qui auraient une stéatose, qui souffriraient de stéatose. Et vous voyez que en haut à droite, la Meurthe-et-Moselle, on fait partie des zones de haute prévalence, de haute fréquence de la stéatose. Alors, je vous l'ai dit, la stéatose en elle-même, c'est pas vraiment le problème entre guillemets. Bien sûr que quand on a un patient qui est en surpoids avec du diabète et qui a une stéatose, il faut le prendre en charge. Il faut le prendre en charge sur le plan nutritionnel justement pour éviter qu'il évolue vers la fibrose. Mais l'enjeu actuel, c'est d'essayer de dépister les patients qui sont avec une fibrose significative, F3, F4. Et dans ces travails-là, à partir avec un autre test qui s'appelle le test de Thornes, il a été estimé qu'il y avait 2,6% de patients qui avaient une fibrose significative F3, F4, donc exposés au risque de complications. Et donc, ce qui fait, si on le rapporte à la population générale, on estime qu'il y aurait à peu près 220 000 patients en France qui seraient à un stade de fibrose significative qu'il faut absolument dépister. Donc, vous voyez, l'enjeu, c'est ça le truc, c'est vraiment comment on va déterminer la population qu'il faut dépister, avec quels outils, et puis effectivement, pour leur donner des conseils hygiéno-diététiques, et éventuellement des prises en charge thérapeutiques adaptées, mais pour l'instant, le traitement repose surtout sur la prise en charge hygiéno-diététique. Donc les facteurs de risque dans cette étude, on voit que les facteurs de risque de stéatose sont liés au syndrome métabolique. Donc on retrouve comme facteur de risque le sexe masculin, l'âge, l'obésité, le diabète, les autres éléments du facteur métabolique que sont l'hypertension artérielle, la dyslipidémie, et puis effectivement le fait qu'il y ait l'existence d'une cytolyse hépatique. Même si la question c'est quel est le seuil de cette cytolyse, mais voilà, ça c'est les facteurs de risque de stéatose. Et si on regarde les facteurs de risque de maladies avancées, de fibrose significative, on retrouve le sexe masculin, l'âge, le diabète et toujours la cytolyse. Donc c'est probablement là, dans cette population-là, qu'il faut porter tous nos efforts de dépistage. Alors, l'autre point aussi, bien sûr, c'est que l'alcool en France a un poids majeur. L'hépatopathie alcoolique, quoi qu'on en dise, reste quand même une des premières causes de cirrhose en France, et largement, et de causes de transplantation hépatique. Et donc, cette étude montre simplement qu'il y a une synergie entre les facteurs de risque métaboliques et une consommation d'alcool excessive. Et un patient qui est obèse et qui consomme de l'alcool de façon excessive a 5 fois plus de risque de mourir d'une maladie du foie qu'un patient qui n'est pas obèse et qui n'a pas de consommation excessive d'alcool. Alors comment dépister? Alors ça, c'est tout l'enjeu. On a des outils qui, en fait, l'objectif, c'est d'aller vers la population générale. Et l'enjeu, c'est que ce soit le médecin généraliste qui fasse ce dépistage. Alors, un des outils qui est le plus en vogue actuellement, c'est le FIB4, qui avait été mis au point dans le cadre de l'hépatite C. On a vu qu'il avait de relativement bonnes performances également dans les maladies métaboliques. Et le FIB4, en fait, c'est un test simple qui est gratuit, entre guillemets, c'est-à-dire que ce n'est pas une formule qu'on paye. Et c'est basé sur le dosage des transaminases, des alates, des azates, des plaquettes et de l'âge. Alors l'âge, c'est probablement la grosse limite de ce test. Mais vous voyez que avec de relativement bonne performance diagnostique, quand le FIB4 est bas, inférieur à 1,30, on sait qu'on a peu de chances de se tromper. Il n'y a pas de fibrose significative. Les patients sont avec une fibrose F0, F1. Et que si le FIB4 a un score élevé supérieur à 2,67, il y a un risque
de fibrose F3, F4, mais qui n'est pas avec une performance diagnostique qui est quand même limitée, qui nécessite une confirmation par des tests de deuxième génération. Donc le FIB4, alors le gros problème du FIB4, c'est la zone grise qui est quand même assez large, qui est entre 40 et 60% des patients sont dans la zone grise, et donc toute la problématique, c'est finalement de voir qu'est-ce qu'il faut faire dans cette zone grise. Après, donc encore une fois, le FIB4, c'est ce qui est proposé par plusieurs sociétés savantes comme test de dépistage dans la population générale par le médecin généraliste. Après, la question, c'est la confirmation de l'existence d'une fibrose significative par des tests de deuxième ligne. On ne va pas faire une biopsie à tous les patients, ce n'est pas possible. Et donc, la question, c'est quels sont les tests qui sont disponibles. Alors, il y en a un qui est bien connu, c'est le FibroScan. C'est un test qui est très performant, qui est avec des résultats immédiats, très facile à faire. Hein. Ça peut être, dans le cas d'une délégation de tâches, ça peut être fait par des infirmières. Le vrai problème, c'est l'accessibilité. Ça a un coût énorme. C'est très cher quand même comme appareil, il faut le dire. Et puis c'est pas remboursé actuellement dans l'évaluation de la fibrose en dehors des hépatites B et C. Donc c'est un vrai problème. Il y a peu de centres qui sont quand même équipés, quoi qu'on en dise. Et donc la grosse limite, c'est l'accessibilité. Alors est-ce qu'il y aurait d'autres techniques d'élastométrie qui pourraient pallier à cette problématique de disponibilité des fibroscans? Probablement oui, parce que vous le savez, actuellement, il y a également la possibilité de faire de l'élastométrie en faisant une échographie abdominale. C'est des appareils qui sont très disponibles, puisqu'il y a le réseau des radiologues. Ils sont performants. Quand on compare les performances des différents appareils d'échographie pour mesurer l'élastométrie, on voit que c'est à peu près comparable au fibroscan, surtout si on a une fibrose significative F3, F4. Le problème, c'est qu'actuellement, c'est sous-utilisé. Il y a peu de radiologues qui proposent de faire cette mesure d'élastométrie au moment de l'échographie. Et surtout, il y a un problème d'interprétabilité des résultats avec des comptes rendus qui sont un petit peu folkloriques. Et là, j'interviens en tant que président de l'AFEF. Il va y avoir un travail qui va être fait entre l'AFEF et la Société française de radiologie pour justement un petit peu dégager les grandes lignes et imposer un cahier des charges pour l'évaluation de la fibrose hépatique par élastométrie lors d'une échographie, pour que le compte-rendu soit à peu près homogène entre les différents radiologues et qu'on ne raconte pas n'importe quoi, qu'on donne la valeur d'élastométrie mais qu'on ne fasse pas une interprétation en termes de fibrose. Et puis après, il y aura un gros travail d'éducation et de formation des médecins généralistes pour qu'ils puissent, eux, interpréter cette valeur et prendre les mesures adaptées. Donc là aussi, un gros travail de mise au point fait par la Société française de radiologie et de l'AFEF qui sera nécessaire et qui sera probablement disponible 2024. Après, on a tous ces appareils-là, bien sûr, c'est un problème, vous voyez, vous avez bien compris que c'est un problème de disponibilité. Donc, on peut aussi proposer des traitements, des évaluations de deuxième ligne basées sur des tests sanguins spécialisés. Je vous ai cité les trois qui sont probablement les plus performants, qui sont basés sur des formules payantes, c'est pour le coup, donc ça a un coût. Le fibrotest qu'on connaît bien et le fibromètre qu'on connaît bien dans les hépatites virales C, où ils sont remboursés uniquement pour l'hépatite C théoriquement. Et puis il y a le ELF qui est un test du Royaume-Uni qui est vraiment très très performant. Mais pour tous ces tests-là, il y a le problème du coût. Je suis content de t'avoir au fil. Dis-moi, tu n'as pas vu mon mail hier de te dire j'ai eu. Donc il y a un problème de coût. Et il y a bien sûr un problème de non-remboursement dans la stéatohépatite métabolique. Et donc là, vraiment, il y a un gros travail à faire auprès de la HAS pour expliquer l'intérêt de ces tests, qui, à mon sens, sont intéressants parce que d'abord, ils ont finalement, quand on compare, ils ont des performances qui sont un peu en dessous du fibroscan, mais pas loin.
Là, pour le coup, il n'y a pas de problème d'accessibilité. Donc voilà, ça c'est les outils disponibles. Et donc après, à partir de là, à partir de ces outils, vous voyez que différentes sociétés savantes européennes et américaines ont proposé des algorithmes. Le premier point, c'est de voir quelle est la population qui est d'intérêt. Et donc, grosso modo, on reste pour l'EASL sur les patients qui ont des maladies métaboliques, mais également l'alcool. Et pour les Américains, c'est surtout les maladies métaboliques, puisque c'est ça qui influence beaucoup chez eux les maladies du foie. Et donc, toutes ces sociétés savantes partent du FIB4. Alors, une des grosses limites du FIB4 aussi, je vous avais dit, il y avait l'âge. Au-delà de 70 ans, on ne sait pas interpréter, parce que le poids de l'âge est important. Donc la question, c'est est-ce que c'est le bon test chez les patients au-delà de 70 ans? C'est une vraie question. Et à partir du moment où le FIB4, si le FIB4 est inférieur à 1,30, on est rassuré. On peut surveiller le patient, refaire des tests sanguins, des tests hépatiques sanguins une fois par an, ce qui n'est pas du luxe. Hein. Franchement, dans le cadre d'un bilan de santé, faire des transaminases, une numération formelle sanguine, c'est vraiment pas exceptionnel. Et je pense que ça fait partie des soins qu'on doit proposer à nos patients, à tous nos patients. Et puis, si effectivement le FIB4 est supérieur à 1,30, l'EASL propose d'emblée d'aller au FibroScan, ce qui me pose un problème majeur d'accessibilité et puis surtout de masse extrêmement importante de patients à gérer, ce qui me paraît absolument irréalisable. Et vous voyez que là, on est sur une prise en charge séquentielle. Donc on fait le FibroScan. S'il est inférieur à 8 kPa, on est rassuré et le patient va être suivi sur le plan biologique. S'il est supérieur ou égal à 8 kPa, là, l'EASL propose des tests sanguins de deuxième ligne, l'ELF, le fibromètre, le fibrotest. Là, encore une fois, c'est quelque chose qui n'est absolument pas applicable en France, puisque ce n'est pas remboursé. Et donc, il faut vraiment réfléchir. Pour les sociétés américaines, ils distinguent les patients supérieurs à 2,67. Là, pour eux, ils ne posent pas de problème. Il faut aller vers la consultation spécialisée, ce qui me paraît assez raisonnable. Et puis, pour les patients qui ont un FIB4 intermédiaire entre 1,30 et 2,67, là, ils proposent en deuxième ligne la réalisation du fibroscan, de l'élastométrie en tout cas, et en fonction des situations, proposer des biopsies. Donc vous voyez que c'est quand même pas simple parce que ça veut dire que si on applique à la lettre ces recommandations, il va y avoir un afflux majeur dans les centres spécialisés et je ne suis pas sûr qu'on soit capable d'absorber tout ça avec beaucoup de faux positifs. Est-ce qu'on va proposer systématiquement les biopsies chez les patients qui sont intermédiaires? Je n'y crois pas non plus. Donc voilà, ça va. Je ne suis pas convaincu que ça soit les algorithmes les plus pertinents. Alors pour la FEF, ce qui est proposé, c'est qu'effectivement on part sur la population avec un syndrome métabolique. Il n'y a pas eu de prise de position sur quel test à proposer par le médecin généraliste. Est-ce que c'est le FIB4? Est-ce que c'est le NFL? Est-ce que c'est E-Lift qui a été mis au point par Jérôme Boursier à Angers? Est-ce que c'est le score de Forms? Enfin, ces tests-là peuvent être discutés, mais à ce moment-là, il faut vraiment former le médecin généraliste. Et puis, si les tests sont positifs, ce qui est proposé par la FEF, c'est d'aller vers un test de deuxième ligne par le médecin généraliste, ce qui pose vraiment problème. Par une élastométrie, donc ça peut être éventuellement par l'échographie si on a uniformisé les comptes rendus, ou les tests sanguins spécialisés, fibromètre, fibrotest, ELF. Et vous voyez que là encore, on bute sur la prise en charge, le remboursement de ces tests. Et ce n'est que si ces tests de deuxième ligne sont positifs que le patient sera adressé aux spécialistes, à l'hépatologue, pour une prise en charge plus adaptée. Donc, effectivement, des propositions, mais actuellement qui sont inapplicables. Il faut être très clair là-dessus. Alors, il y a quand même plusieurs points. Ces tests, est-ce qu'ils sont connus par les médecins généralistes? Il y a un gros travail de formation à faire. Il faut être clair. Je pense qu'actuellement, les médecins généralistes ne connaissent pas ces tests, ou très peu.
Il y a eu la même démarche qu'on a dû faire auprès des diabétologues qui ont commencé à comprendre que leurs patients étaient à haut risque de fibrose. Ils ont laissé progresser leurs patients vers le CHC et ils se sont rendus compte qu'il y avait un problème. Et donc là, ils commencent à être très affûtés par rapport à ce problème de fibrose hépatique. Le problème, c'est que 80% des patients diabétiques en France ne sont pas suivis par un diabétologue, mais par un médecin généraliste. C'est pas un reproche, mais voilà. Donc il faut former les médecins généralistes à ce risque. Et quand on regarde finalement leur état de connaissance, ça a été un travail qui a été fait par Clémence Canivet d'Angers. Ils ont interrogé les diabétologues, les médecins généralistes du sud-est de la France et les médecins généralistes de l'ouest de la France sur leur connaissance sur les différents tests qui sont actuellement disponibles, le FibroScan, le Fibromètre, le Fibrotest, le FIB4 et ELIFT. Et vous voyez que, on ne va pas s'intéresser aux diabétologues, mais on regarde pour les médecins généralistes, il y a moins de la moitié qui connaissent le FibroScan. Si on regarde les tests sanguins, il y en a quand même quelques-uns qui connaissent le fibrotest, parce que ça, je pense, c'est les réminiscences de l'hépatite C. Mais si on regarde pour le fibromètre et le FIB4, vous voyez que là, c'est très peu de gens connaissent. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que beaucoup de laboratoires maintenant laboratoires de biologie commencent à implémenter systématiquement le FIB4 dans leurs tests, sans avoir informé le médecin généraliste. Alors ils disent effectivement, si vous avez un FIB4, prenez un avis, mais il n'y a pas eu de formation. Et ça, c'est un vrai problème parce que je pense que c'est une information qui vient brute de décoffrage et je pense que c'est pas forcément le plus adapté. Donc il y a, à mon avis, un gros effort de formation à faire auprès des médecins généralistes et expliquer pourquoi on propose ces tests-là et quelle est la démarche à suivre pour qu'il n'y ait pas un afflux de malades et que les patients soient obligés d'attendre je ne sais pas combien de temps pour avoir un rendez-vous pour faire des tests de deuxième génération qui, la plupart du temps, seront plutôt rassurants. Donc gros effort. Et l'autre gros effort à faire, et là je pense qu'il y a, donc déjà sur le premier point, je pense qu'il y a une conjonction qu'on peut avoir entre le SOS hépatite et la FEF sur les programmes de formation, de sensibilisation des médecins généralistes. Mais il y a également un gros effort à faire auprès des payeurs, du ministère, de la HAS, sur la possibilité de remboursement des tests de deuxième ligne. Que ce soit effectivement les tests d'élastométrie comme le FibroScan, mais encore une fois avec le problème du coût, je ne pense pas qu'il va y avoir un investissement majeur des centres pour acheter d'autres FibroScan. Je crois qu'on est à saturation. Par contre, pour les tests sanguins, je pense que c'est vraiment important qu'effectivement il y ait un remboursement de ces tests. Donc je vais m'arrêter là et je vais laisser Pascal animer le débat sur ce point. Nous, on a fait une démarche. Tu m'as dit que vous aviez fait la même démarche auprès de la DGS, justement au moment où effectivement se discutaient les stratégies nationales de santé. Il y avait le risque que l'élimination des hépatites virales ne soit plus un axe prioritaire majeur bien individualisé, ce qui est effectivement le cas. Et donc, on avait pris rendez-vous auprès du conseiller du ministre de la Santé à l'époque, c'était François Braun, et on lui avait expliqué qu'il fallait continuer la démarche d'élimination des hépatites virales, qu'on n'atteindrait pas cet objectif en 2025, et peut-être en 2030, mais en continuant les efforts. Et surtout, on a essayé de sensibiliser les payeurs, les décideurs, sur l'intérêt d'un parcours de soins basé sur le FIB4, donc avec un gros effort de formation des médecins généralistes, et puis de possibilité de disponibilité de tests, mais qui soient remboursés. Et voilà, donc on en est là. Donc entre-temps, il y a eu un changement ministériel, vous le savez. Donc il faut refaire la démarche. Et je crois que toi, Pascal, SOS Hépatite, vous avez rencontré le DGS et je pense que c'est un travail qu'on peut faire conjointement. Il faut faire du lobbying dans ce sens-là. On est bien complètement d'accord. Vous m'entendez? Oui. Il y a un énorme travail de coordination de lobbying à faire entre les différents partenaires. Nous, on est les Troublions. SOS, c'est notre histoire, c'est notre ADN depuis le départ. On s'amuse à collégier, par exemple, les comptes rendus de radio et d'écho, et c'est affolant tout ce qu'on peut voir marqué des patients où on décrit parfaitement une cirrhose sans mettre le mot cirrhose, et les gens repartent dans la nature et où le médecin traitant ne va pas tilter, sans parler de ces stéatoses qui sont monnaie courante et pour lesquelles le médecin généraliste tilte même plus. La réflexion qu'on se faisait, c'était est-ce que
en 2020, est-ce qu'on était prêt à voir une épidémie de 8 millions de personnes arriver? Est-ce que notre système sanitaire il est capable de faire face? Probablement que non, et ça pose plein de questions sur comment on peut s'armer face à ça. Nous, on avait la culture à SOS on était resté dans nos fantasmes du dépistage général de la population sur l'hépatite C, où on avait dit à un moment, c'est plus efficace, il faut laisser tomber. Et là, maintenant, on revient avec les maladies métaboliques en disant, non, il faut absolument redépister la population générale. Et le débat qu'on avait eu avec certains d'entre vous, c'était de dire, là, on voit bien que les algorithmes, ils ont été faits par les hépatos pour les hépatos. Et que l'objectif, c'est de trouver les 200 000 personnes qui ont les formes les plus graves qui ne peuvent pas attendre. Est-ce qu'on participe à ça? Est-ce qu'on y va? Mais nous, on se disait, mais OK, il faut trouver ces 200 000 personnes pour lesquelles il y a une échéance catastrophique. Mais les autres, il faut absolument qu'on continue de faire ce travail de prévention sur la stéatose en population générale. Parce que sinon, si on passe notre temps à vider un seau qu'on va continuer à remplir, ça va poser un souci, d'autant qu'on voit que l'épidémie, elle continue d'être crescendo. Donc, on a cette difficulté-là, à notre sens, de cette dynamique. Est-ce que tu pourrais nous dire un mot, par exemple, sur la question qu'on s'était posée et que nous posent souvent les malades, c'est si un jour j'ai l'histoire naturelle, on a l'impression de ne pas bien la comprendre. Est-ce qu'il va y avoir des cohortes qui vont se mettre en place, par exemple, pour comprendre quand est-ce que les patients vont basculer d'une stéatose à une fibrose constituée? Ou est-ce qu'à un moment, les médecins vont pouvoir rassurer les patients? Les médecins généralistes, ils sont perdus, clairement. On voit bien que nous, de temps en temps, quand on est des malades un peu experts, qui ont un peu gratté, ils arrivent face à leur médecin, ils en savent rapidement plus que le médecin sur leur stéatose et sur leur NASH. Donc la formation des médecins généralistes, oui, il faut y aller. Comment? Est-ce que les facultés vont répondre? Est-ce que c'est des soirées d'FMC? Est-ce que c'est de la diffusion par le grand public? Comment t'imagines, toi, qu'on peut faire et quelle peut être la part d'SOS dans cette activation? Je pense d'abord quand même le FIB4, donc c'est un test qui n'est pas parfait mais qui est pas mal, et c'est peut-être un test aussi de suivi des patients. Donc déjà, tu as un patient qui a un FIB4 qui est inférieur à 1,30 et tu le vois basculer, monter progressivement dans le temps. Donc déjà, l'idée, c'est de faire intégrer la réalisation des tests hépatiques dans le cadre du bilan de soins, du bilan annuel ou tous les 2 ans ou tous les 3 ans à la limite que le médecin généraliste devrait proposer. Ça déjà ça c'est le premier point. Et intégrer le FIB4 dans cette démarche, après une formation de l'ensemble des médecins généralistes, ça me paraît tout à fait bien, parce qu'à ce moment-là, ça permet de voir le patient qui progresse et qui va être à risque d'avoir des problèmes au niveau hépatique. Alors là où je suis complètement d'accord avec toi, c'est vrai que là, on a le focus sur maladie du foie. Un patient à qui on va proposer ça, c'est souvent un patient qui est en surpoids, qui a peut-être une consommation d'alcool excessive qu'il n'a peut-être pas vraiment évaluée. Donc je pense qu'il y a un gros effort à faire pédagogique des médecins généralistes pour dire quel est le poids réel de ces maladies. Parce que ces patients, ils peuvent ne jamais avoir de problème de foie et mourir de maladies cardiovasculaires à côté ou d'hypertension artérielle. Donc là, je pense que c'est une démarche globale. Je pense que ce n'est pas uniquement la FEF qui doit faire cette démarche, c'est toutes les sociétés savantes impliquées. Donc c'est les cardiologues, c'est les diabétologues, c'est toutes les sociétés qui doivent rentrer dans cette démarche de sensibilisation et de formation. Donc le FIB4, je le trouve pas mal comme test parce que, encore une fois, même malgré défaut, notamment liés à l'âge, il faut peut-être trouver des algorithmes où on fait abstraction de l'âge pour voir si effectivement le patient est vraiment à risque. Mais je trouve que c'est un bon test. Il faut effectivement rationaliser. Tu as parlé du dépistage de l'hépatite C. Moi, j'ai toujours été contre le dépistage en population générale de l'hépatite C. Je rappelle quand même qu'en France, on fait 3 à 4 millions de sérologies par an en France, qui coûtent 15 € par test. Donc ça veut dire qu'on met 50 millions sur des tests inutiles. Déjà, il faut se poser la question de poursuivre ces dépistages systématiques. Moi, j'ai toujours plaidé pour un dépistage ciblé, notamment sur les populations au risque, plutôt que la population générale. Là, l'enjeu est différent. On sait que dans la population, il y a probablement 8 millions de personnes qui ont la stéatose. Et l'enjeu, c'est effectivement de les repérer, effectivement sensibiliser au compte rendu de radio, et peut-être qu'il faut expliquer aux radiologues d'être plus didactique dans ces comptes rendus, plutôt que de dire il y a une stéatose, machin, est-ce que vous avez pensé à... Voilà, peut-être que il faut faire ces démarches-là. C'est un gros problème de pédagogie à avoir.
Mais voilà, moi je pense sincèrement que le FIB4 et l'intégrer dans le suivi habituel de ces patients, comme on prend une tension artérielle, c'est pas du luxe. Ça coûte sûrement moins cher qu'une sérologie répétée 10 fois pour la sérologie de l'hépatite C. Et ça a plus de sens. Mais effectivement, ça a du sens que si on propose quelque chose derrière et qu'on soit capable de le proposer derrière. Et actuellement, au jour d'aujourd'hui, on n'est pas capable de le faire. Et donc là, il y a vraiment un gros chantier à mettre en place. Et je pense qu'on a vraiment une synergie à avoir entre nos deux associations et puis probablement les associations de diabétologie et les sociétés de savantes de diabétologie et de cardiologie, parce que c'est une démarche globale. C'est pas uniquement par la lorgnette du foie qu'il faut prendre en charge les patients. Parce que là, clairement, les labos, et par exemple dans l'Aquitaine, parce que c'est un endroit qui a été un peu pilote pour lancer le FIB4 en systématique, il y a des gens qui vont avoir une prise de sang le vendredi matin, qui vont recevoir sur leur téléphone le vendredi soir, qu'ils ont un FIB4 élevé et qui vont être paniqués pendant le week-end, et on se retombe sur les fantasmes de la sérologie qu'on annonce, et qui est-ce qui est derrière, et qui est-ce qui peut m'expliquer. Et il n'y a pas forcément la filière de soins derrière cohérente posée dans la région. Donc est-ce que tu crois que le FIB4, pour être plus généralisé, il faut que derrière on réfléchisse à une proposition de filière de soins et de prise en charge pour les médecins? On est en train d'évaluer ça justement dans le cadre d'une étude qui s'appelle Screenit, justement avec, par exemple, à Nancy, il y a un gros labo qui s'appelle Atubio qui fait du FIB4 systématique. Donc à un moment donné, je me suis dit, je vais avoir un afflux de patients, ce qui n'est pas tout à fait le cas. J'ai pas eu de demande énorme à partir d'un FIB4 élevé. Ça vient plus des diabétologues actuellement que des médecins généralistes. Ça, c'est déjà un premier point. Donc déjà, ça met un bémol par rapport à ça. Ça veut dire que clairement, le médecin généraliste ne réagit pas forcément au message que le laboratoire lui donne. Donc ça, c'est... Mais alors peut-être qu'il y a des patients qui ont un FIB4 élevé qui traînent dans la nature parce que le médecin généraliste n'a pas percuté ou n'a pas eu le temps de regarder. Souvent, ce qu'il faut comprendre, c'est que le médecin généraliste regarde les bilans, il va regarder ce qui l'intéresse. Et puis voilà, c'est peut-être s'il a fait un bilan sanguin dans le cadre d'un diabète, il va s'intéresser aux chiffres de l'hémoglobine glyquée, mais pas forcément regarder les transaminases et le FIB4. Donc voilà, toujours est-il, pour répondre à cette question, là c'est une vraie interrogation, et sous l'égide de Jérôme Boursier, on a fait une étude ce qui s'appelle Screenit, en collaboration avec les laboratoires qui font du FIB4. Donc il y a Nancy, il y a Angers, il y a Grenoble, il y a Marseille, il y a Bordeaux. Il y a Lille, et justement, on a, en dehors de la petite ligne en disant vous avez un FIB4 élevé, ce serait bien d'avoir un avis spécialisé, on a une notice d'information où le patient reçoit cette notice d'information, mais le médecin généraliste la reçoit aussi, en expliquant voilà, pourquoi, qu'est-ce que pourrait apporter le FIB4, et avec un numéro de téléphone où les patients pourraient venir nous contacter après explication du médecin généraliste. Et donc, on a commencé là au mois de septembre, et grosso modo, on a maintenant commencé fin septembre. On n'a pas eu non plus de 10 000 demandes, en tout cas pour Nancy. On a à peu près une dizaine de patients qui sont venus pour faire des tests complémentaires. Mais ça permet de voir aussi, ça nous permet aussi de voir comment, par rapport aux patients qui ont un FIB4 élevé, combien sont vraiment viennent prendre rendez-vous, et après voir quelles sont les mesures correctives. Donc l'idée, c'est d'utiliser cette étude pour voir qu'est-ce qui marche pas, et comment est-ce que nous, on est capable de répondre ou pas. Mais c'est vrai que globalement, depuis que le FIB4 a été implémenté par Atubio à Nancy, j'ai pas 10 000 demandes, je suis pas submergé par rapport à ces demandes-là. Et dans l'étude Screenit, on a effectivement des demandes, mais ce n'est pas non plus le raz-de-marée, quoi. On a prévu d'analyser 500 patients. On s'est dit on va avoir un recrutement très rapide. Ce n'est pas tout à fait le cas. Maintenant, voilà, on va voir un peu comment les choses se passent. Mais c'est intéressant parce que du coup, on a regardé les 10 patients qui ont des FIB4 élevés. Là, on a des patients avec des consommations alcooliques excessives qui n'ont jamais eu qui ont des perturbations de bilan hépatique monstrueuses, mais qui n'ont jamais eu de consultation spécialisée. C'est aussi, là aussi, on voit que grâce à cette notice d'information, le patient a été alerté. Du coup, il s'est dit tiens, j'ai mon problème de foie, mon médecin généraliste m'en a jamais parlé. Je suis venu et bon, je vais la revoir rapidement en consultation parce que manifestement elle a une fibrose sévère. J'ai un autre patient qui avait un syndrome métabolique évident et avec un FIB4 avec un fibroscan à pratiquement 10. Lui, je vais lui proposer la biopsie pour lui proposer une prise en charge éventuellement thérapeutique. Enfin bon, voilà, il y a quand même dans les patients qui ont un FIB4 élevé, on voit quand même qu'il y a des patients qui ont un risque de maladie sévère du foie. Le FIB4 dans l'Hexapa? Dans l'Hexapa, alors oui,
Oui, moi c'est ce que je conseille, parce que souvent, alors je le conseille dans le cadre du parcours de soins simplifié dans l'hépatite C, parce que je vous rappelle que les recommandations de parcours simplifié dans l'EXAPA, c'est proposé pour les médecins généralistes qui s'occupent des patients en addictologie, alcoolique ou usage de drogue. Quand ils sont dépistés par l'hépatite C, c'était d'utiliser des tests sanguins, fibrotest, fibromètre, fibroscan, ce qui est complètement absurde parce que c'est des patients, on ne va pas leur refaire une prescription, ces trucs. Donc moi, je leur ai dit que le FibCap peut être très, très intéressant dans l'hépatite C. Pour moi, c'est vraiment le bon discriminant. L'alcool, c'est souvent fluctuant. Hein. Le problème de l'alcool, c'est que le patient peut consommer de façon excessive de l'alcool. On a des transaminases qui montent au plafond à un moment donné, et il arrête à boire, ça baisse. Donc mais ça peut être un levier pour alerter le patient en disant bah voilà, vous avez une consommation excessive d'alcool, votre foie commence à réagir, donc peut-être que vous êtes à risque d'aller vers la cirrhose, même si ce n'est pas tout à fait vrai pour tous les patients, mais ça peut être un levier, il faut le prendre comme tel. Après, il faut pouvoir prendre le temps d'expliquer, et qui donne l'explication. Est-ce que c'est le médecin prescripteur? Est-ce que c'est le médecin spécialiste forcément? Ça, c'est tout l'enjeu de la discussion. Il nous reste quelques minutes. Il y a des questions dans la salle ou en distanciel. Je me demandais si ce n'était pas l'occasion de poser la question d'hier. Je ne me souviens plus. Tu l'as encore? Oui, je l'ai. Oui, je voulais juste savoir s'il y avait un lien obligatoire entre l'hépatite C et la stéatose. S'il y en a un, est-ce que quelqu'un guéri de son hépatite C peut maintenir une stéatose? Dans le cadre des traitements avec interférons et autres qui provoquaient des troubles quand même au niveau du poids avec des yo-yo dans tous les sens, est-ce qu'on sait combien de patients guéris de leur hépatite C ont développé une maladie stéatosique après guérison? Est-ce que c'est intéressant ou pas de le savoir? Alors qu'il y a un lien entre les hépatites virales et la stéatose, oui. L'hépatite C, il y a des études qui ont montré qu'il y avait des stéatoses liées à l'hépatite C, et que dans ces cas-là, le fait d'éliminer, enfin de guérir le patient de son hépatite C, on peut avoir une régression de la stéatose, ça c'est clair. Mais la plupart du temps, en fait, c'est des cofacteurs. C'est-à-dire c'est des patients qui ont des facteurs métaboliques à côté, un surpoids, peut-être une consommation d'alcool non contrôlée. Et donc là, c'est toute la prise en charge de la métabolique qui est importante à faire, quoi. Donc, ouais, pardon? Et pour la très grande majorité des patients, ce n'est pas lié au virus, c'est souvent lié à un surpoids. Et vous savez qu'en vieillissant, on est tous exposés au surpoids. Donc, la prise en charge hygiéno-diététique est importante, mais pour tout le monde. C'est bon. Frédéric Chaffray. Oui, Jean-Pierre, tu nous as parlé de la mâche du coup. Donc maintenant, la FEF a bien entériné le mot mâche plutôt que nash et muffled plutôt que naffled. Parce que vous disiez que vous alliez encore réfléchir pour qu'en France, on puisse bien l'expliquer et travailler aussi avec SOS Hépatite potentiellement pour ça. Vous l'avez entériné ou c'est encore en discussion? Comment c'est entériné par les différentes sociétés savantes, le ASL, la SLD, la Société d'Amérique du Sud, et puis les sociétés savantes nationales ont entériné cette nouvelle description. Donc ça permet peut-être, d'abord ça évite de parler de non-alcoolique et d'alcool, ça évite peut-être la stigmatisation, et ça permet effectivement de sensibiliser que quand les patients ont un surpoids, une obésité, un diabète et autres, le foie peut être touché. Donc je pense que ça fait partie du côté pédagogique, didactique des choses. Donc c'est acté. Voilà. Oui, c'est acté. Ok, merci. Donc les diabétos vont suivre. Oui, les diabétos vont suivre, il n'y a aucun problème. Audrey Retournet, SOS Hépatite, Alsace-Lorraine. Alors moi j'avais une question. Quand on a une pathologie, par exemple hormonale, type pour la femme le syndrome des ovaires polykystiques, j'ai vu dans le petit guide qu'il pouvait y avoir une nage possible.
dans quel cas conseiller aux patients d'aller voir un hépatologue, parce que du coup je suis diététicienne, j'ai des patients qui ont du SOPK et qui pourraient présenter des symptômes de la NASH, mais quand est-ce que leur conseiller d'aller voir un hépatologue? Est-ce que c'est immédiat? Ou parce que déjà que les médecins traitants sont très réticents, par exemple, à faire l'index SOMA pour l'insuline-résistance. Alors, si on leur en demande beaucoup trop... Non, mais là, je pense que ça revient. Vous avez raison, hein, le syndrome des ovaires polykystiques, c'est un facteur de risque de stéatose en lui-même. Mais souvent, quand on regarde, il y a souvent un surpoids qui accompagne, mais c'est un facteur de risque. Et là, faire des tests hépatiques, des transaminases et un FIB4, ça a tout son sens. Et si effectivement on a là aussi un FIB4 élevé, ben, c'est un signe d'alerte. Et c'est à ce moment-là qu'on doit aller voir un médecin spécialiste pour les examens complémentaires. Donc ça fait partie des étiologies, mais quand je regarde à peu près souvent les patients que je vois dans le cadre du syndrome d'ovaire polykystique, il y a souvent un surpoids qui accompagne. Donc déjà, elle rentre finalement dans une étiologie particulière, mais ça rentre quand même dans le cadre d'un syndrome métabolique souvent qui accompagne le SOK. Et du coup, comment en parler dans ce cas aux médecins traitants quand on est professionnel de santé? Parce que comme vous disiez tout à l'heure, que ce soit FIB4 ou n'importe quel test sanguin, il y a des médecins traitants qui ne s'y connaissent pas et qui sont très réticents à ce... Donc comment en parler, comment aborder le sujet? Oui, je pense sincèrement qu'à l'époque, il y a eu des campagnes de presse sur l'élimination de l'hépatite C. Je pense qu'il y a des campagnes de presse qu'on doit proposer maintenant justement pour sensibiliser les gens. Alors, est-ce que c'est des campagnes de presse ciblées uniquement sur le foie ou plus générales? Je crois qu'il ne faut pas se limiter au foie. Il faut effectivement sensibiliser les patients au surpoids et autres. Et du coup, quand il y a des campagnes de presse, des campagnes générales, souvent le patient va voir le médecin traitant et donc du coup, il se sent obligé de regarder. Et donc, il y a également un problème de formation des médecins généralistes. Donc ça pourrait être fait dans le cadre des FMC, mais vous savez que les FMC, c'est souvent eux qui proposent leur sujet. Quand vous leur proposez un sujet qui ne les intéresse pas, ils ne viennent pas. Donc peut-être qu'il faut qu'on voit avec les CNU de médecine générale comment on peut... D'abord, moi j'en parle systématiquement. Hein, ça fait partie maintenant une grosse partie de mon cours. J'ai réduit à peu près les hépatites virales, mais c'est surtout, je focalise beaucoup sur le syndrome métabolique. Et puis effectivement, il faut qu'on voit comment on peut former les médecins généralistes, en tout cas les plus anciens, qui ne sont pas forcément au fait des choses. Les jeunes, je leur fais confiance pour être plus dynamique par rapport à ça. Mais il y a un gros travail pédagogique à faire et une grosse réflexion à faire des différentes sociétés de vente et des sociétés de malades. Merci. Et alors moi je répondrai, et il faut lancer des actions type joint sans sucre ajouté, où c'est une des façons, on l'a bien vu, de pouvoir parler à des malades et que des malades retournent. On l'a fait de façon anecdotique, on présentera les résultats cet après-midi et on se posera tous ensemble la question de qu'est-ce qu'on fait pour 2024. Mais on voit bien comment des actions de santé publique sur le tabac au mois de novembre, octobre rose, etc., le dépistage du cancer colorectal au mois de mars, c'est des actions qui peuvent regrouper et des sensibilisations d'entreprises. C'est-à-dire à un moment, on l'a bien vu, nous, on a eu 2 entreprises qui ont joué le jeu, qui ont dit allez, on y va, on va faire joint sans sucre ajouté dans le cadre d'une dynamique d'entreprise. C'est des choses comme ça qui font que on touche des familles qui vont en causer aux cousins, etc. Et voilà, ça fait boule de neige et il y a des patients qui se retrouvent à discuter en face-face avec des médecins. Et je crois que c'est notre boulot à nous pour armer la population générale à avoir des connaissances, pendant que du coup, du côté des hépatos, ils vont faire du réseau. Et ce que tu disais, c'est ni plus ni moins que du réseau gynéco-hépato. Voilà, quand l'hépato voit son syndrome des ovaires polykystiques, ils pensent à aller regarder. Voilà, on a aussi ça sur la maladie de Verneuil en dermato. Il y a souvent des NASH associés. Enfin voilà, faut croiser. Et c'est toujours l'obésité qui est le point commun. C'est aussi inquiétant parce que je me permets, parce que j'ai eu le cas avec une patiente et un patient. Quand il y a suspicion de NASH ou donc de SOPK dans le cas de ma patiente, par exemple, moi je demande l'index SOMA quasiment systématiquement par rapport à une résistance. Et j'ai des médecins qui me disent alors déjà, est-ce que c'est remboursé par la Sécu? Et est-ce que vous êtes sûr que ça existe vraiment? Alors j'avoue que je ne sais pas trop quoi répondre, parce que moi je ne suis pas médecin, je suis diététicienne. Et c'est vrai que c'est compliqué d'aborder le sujet avec un médecin, parce qu'il y a des médecins qui vont dire mais vous avez moins de connaissances que nous, si ça n'existe pas, c'est que ça n'existe pas. Donc c'est vrai que c'est compliqué quand même de sensibiliser les médecins
jeunes comme âgés des fois. Sincèrement, je pense que le HOMA, c'est quand même un examen très spécialisé. Je pense que déjà une glycémie à jeun, ce serait déjà pas mal. Et puis surtout, voilà, je pense qu'il faut aller sur des tests très simples comme les transaminases, le FIB4 et autres. Je pense que ça a plus de sens, à mon sens, que de vouloir faire du HOMA, parce que le HOMA, c'est pas forcément très simple. Il faut vraiment que le patient soit strictement à jeun. Enfin bon, voilà, c'est... Je pense pas que ce soit le HOMA, c'est pas un truc que je proposerais à faire par le médecin généraliste, franchement. Si je dois vous donner un conseil, c'est pas celui-là que je choisirais. Le point, je veux rebondir sur ces campagnes qui sont vraiment intéressantes, mais elles n'ont intérêt que si c'est répété dans le temps. Il faut vraiment, comme Septembre sans tabac ou l'alcool dry January et autres, voilà, je pense que ça a vraiment du sens parce que ça peut sensibiliser les gens, et je pense qu'effectivement, c'est peut-être ça la démarche. Il faut se trouver un mois où effectivement les gens sont sensibilisés au surpoids et à l'activité physique. Moi, quand je vois des patients comme ça, la question c'est comment je les prends en charge. Donc actuellement, c'est la grande majorité des patients, c'est une prise en charge. Donc moi, je donne un conseil très simple. Je joue sur les gens me disaient souvent il faut que je fasse un régime. Je dis écoutez, commencez déjà à vous réfléchir à comment vous mangez, évitez les grignotages. Éviter les calories inutiles quand vous servez une fois, pas deux fois. Et puis au niveau qualitatif, essayez plutôt le régime méditerranéen, fruits, légumes, huile d'olive. Alors c'est facile à dire actuellement avec les problèmes économiques qu'on a. Comme tu l'as dit, c'est souvent les gens les plus riches qui sont les plus maigres. Hein, et souvent les gens qui sont en difficulté vont aller chercher des plats déjà tout faits, hyper salés, hyper caloriques et hyper tout ce que tu veux. Mais déjà, et souvent les patients viennent, d'abord ils voient leur poids stabilisé, ils voient baisser peu de poids, et en fait il faut être très supportif en disant vous avez perdu 1 kilo, c'est génial, c'est déjà mon début, il faut pas dire il faut absolument perdre 5% ou 10% d'autre poids d'emblée, c'est un objectif raisonnable, c'est comme quand on consomme l'alcool chez les alcoolodépendants, il faut voir quel est l'objectif du patient. Et être très, très supportif. Et puis essayer de lutter contre la sédentarité et de les habituer à faire un effort physique 30 minutes par jour, ce qu'ils veulent, de la marche s'ils veulent. Déjà commencer par ça, des choses simples. Donc, et répéter systématiquement. Et parfois, il y a des gens qui percutent et on voit des gens qui s'améliorent nettement en faisant des mesures très simples. Céline, question ? Oui, nous avons des questions à distance. Donc hier, un monsieur partageait avec nous, bonjour, les mesures hygiéno-diététiques seules peuvent-elles suffire à prendre en charge une stéatose ? À combien de pourcentage et à quel pourcentage la stéatose évolue vers l'insuffisance hépatique ? Alors, la stéatose en elle-même, on peut avoir une stéatose massive sans que ça progresse vers une fibrose sévère ou une insuffisance hépatocellulaire. Il faut le savoir, il n'y a pas forcément de corrélation entre... Enfin, il y a des patients qui ont un foie stéatosique massif et ils n'ont qu'une stéatose, et quand on les évalue régulièrement, il n'y a pas de progression de la fibrose. Il y a des mesures qui ont été il y a des études qui ont été faites, c'était très simple, avec des régimes brutaux, mais bon, je pense que des mesures très simples peuvent... Si on perd 5% de son poids, on peut avoir déjà un impact sur la stéatose. Si on perd 10% de son poids, et probablement 20% en fait, on peut avoir un effet sur la fibrose. Donc les mesures hygiéno-diététiques, ce n'est pas anecdotique. C'est bénéfique. Alors c'est bénéfique pour le foie, pour la stéatose. Ça peut être bénéfique pour la fibrose si on arrive à perdre au moins 10% de son poids. Mais ce qu'il faut savoir aussi, et là je reviens sur le score HOMA, c'est un bénéfique sur l'insulino-résistance. Donc on peut jouer justement sur l'arrêt de la progression. Et puis c'est bénéfique sur le plan cardiovasculaire, on renforce son cœur. C'est bénéfique pour l'hypertension artérielle. Quand les patients commencent à faire des activités physiques, ils peuvent voir leur tension baisser. Donc le bénéfice, il est global. Il est pas bien sûr, il y a un bénéfice hépatique, mais il faut expliquer au patient qu'il peut avoir un bénéfice. Et puis surtout, s'il n'a pas de diabète, ça peut éviter de la progression vers le diabète. Donc c'est ça qu'il faut expliquer. Il faut pas faire uniquement le focus sur le foie, ce serait une erreur. C'est dire quels sont les bénéfices que le patient peut tirer sur le plan général, cardiovasculaire, et peut-être de cancer. Mais je pense que ce n'est pas l'objet de la discussion à ce moment-là pour les patients. Ce n'est pas leur faire peur, ce serait ridicule. Mais leur dire, vous pouvez vraiment avoir un bénéfice réel, hépatique et extra-hépatique, en mettant en place ces mesures simples. On a eu un autre partage aussi à distance. L'AGA, vous me direz là, comment ça se prononce, l'AGA 2022 propose aussi le ELF en deuxième ligne en alternative de l'élastrométrie.
Oui, c'est exactement. Mais c'est vrai pour. C'est vrai pour toutes les sociétés savantes. Les tests de deuxième ligne, c'est les tests sanguins dont j'ai parlé. Donc il y a le ELF. Alors le ELF aussi, là aussi, c'est un très bon test. C'est probablement un des plus performants. Le problème, c'est que c'est uniquement sur des automates Siemens. Donc il faut que les laboratoires soient équipés avec ces robots. Bon voilà, mais Fibromètre, Fibrotest font aussi bien en test deuxième ligne. Et encore une fois, c'est toute la discussion de l'accessibilité du FibroScan. Je pense que la meilleure stratégie, ce serait effectivement que ces tests sanguins spécialisés soient pris en charge, remboursés. Et après, toute la question, c'est la fréquence de ces tests à refaire, à quelle fréquence. Mais ça, il y a aussi une évaluation médico-économique à faire. Pascal, Denis, à distance, voudrait partager quelque chose avec nous. Génia, si Denis peut prendre la parole quelques minutes avant. Oui, bonjour. Bonjour Denis. J'étais très content de t'entendre sur le FIB4 parce que je partage beaucoup des choses que tu as dit. L'histoire, c'est que nous, dans le département, on l'a mis en place, vous m'entendez, depuis 3 ans. 120 laboratoires. Ça fait un énorme de tests. 3 mois, ça fait... confirme ce que tu as dit, parce que c'était la crainte des universitaires. Il n'y a eu aucun afflux important de malades, que ce soit dans le secteur universitaire ou dans le secteur libéral. La chose importante qu'on a regardée, c'est que, l'information des malades et des médecins est cruciale et doit se faire absolument. Alors, ce qui joue pour nous, c'est le temps, mais c'est complètement compliqué d'informer les médecins qui reçoivent ce test et qui, finalement, peu ou prou, ne le regardent pas. Alors, comme toi, j'ai eu l'opportunité de voir 60 malades qui avaient été dépistés FIB4. Et je peux te dire que j'ai eu des malades effectivement sévères. Et une chose que j'ai remarqué, c'est que le FIB4 n'a d'intérêt que quand il existe un facteur de risque. Il est le plus souvent et significativement confirmé quand il existe un facteur de risque. Et le facteur de risque est simple, c'est obésité, alcool et virus. Et nous, la seule information qu'on demandait aux médecins, c'est rechercher un facteur de risque et intervenir sur ce facteur de risque. Intervention primaire du médecin. Et pour confirmer tout ce que tu as dit, on a commencé effectivement des campagnes grand public répétées toutes les 6 mois par affichage, bus, tramway, grand public. Et on essaie aussi de faire médecin, c'est ce que je vais présenter cet après-midi à l'atelier, pour essayer d'amener l'information double, grand public et médecin. Et le médecin généraliste, c'est un énorme chantier qu'on doit tous prendre en charge. Et c'est extrêmement compliqué parce que le médecin généraliste, comme l'a montré une étude récente de Canivet de l'équipe Boursier, c'est qu'aujourd'hui, dans une enquête faite dans notre département, 5% des médecins généralistes connaissent le FIB4 et 20 à 30% les tests indirects de fibro. Donc il y a une énorme information à faire auprès du médecin généraliste qui, sans cette information, ne permettra pas d'exploiter les FIB4. Merci Denis, on t'attend cet après-midi avec tes culs de bus, il n'y a pas de souci. Merci Jean-Pierre, on va passer à la... Donc le FIB4, ça, moi je retiens, ça fait pas venir les gens, ça va pas faire exploser les demandes, donc ça c'est quand même super génial. Ça veut dire que sans faire de mauvais jeu de mots, faut pas hésiter à le mettre en gras dans les laboratoires et à le faire ressortir et à former les médecins. Ça, c'est probablement quelque chose. Continuer de faire de la formation des médecins généralistes, mais aussi de transformer le regard de la population générale. Et puis, j'ai bien entendu ton message de validation des actions de type du mois de juin sans sucre ajouté. Et pareil, on travaillera dessus cet après-midi.